Et si la clé de nos désirs les plus profonds, eh bien, elle n'était pas cachée au fond de notre psyché, mais juste là, sous nos yeux, dans les pages des plus grands romans. C'est le point de départ d'une théorie absolument fascinante qui prétend décoder la source même de tout ce qu'on veut. Alors, voilà la question qui fâche, celle qui déstabilise un peu, cette ambition qui nous anime, cet objet qu'on veut à tout prix, cette personne qu'on aime, est-ce que ça vient vraiment de nous? Et si tout ça nous était en fait soufflé de l'extérieur? C'est cette piste assez troublante qu'on va explorer ensemble. Allez, on rentre dans le dur. On a tous cette croyance, n'est-ce pas, que nos désirs, c'est ce qu'il y a de plus personnel, de plus authentique. Mais si cette belle idée n'était en fait qu'un mythe collectif? C'est ce conflit qu'on va examiner, entre l'image un peu idéalisée qu'on a de nous-mêmes et une vérité, disons, un peu plus complexe. En gros, tout se joue entre deux visions du monde. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler le mensonge romantique. L'idée est simple, le désir, c'est une ligne droite. Moi, objet. Direct, spontané, authentique. Et de l'autre, il y a la vérité romanesque. Et là, attention, c'est beaucoup plus tordu. Le désir n'est plus une ligne, mais un triangle. Ça ne part plus de moi directement. Non, ça passe d'abord par quelqu'un d'autre. Alors, ce fameux triangle, cette idée absolument géniale, on la doit à un penseur français, le théoricien de la littérature René Girard. C'est lui qui, en se plongeant corps et âme dans les grands romans, a découvert cette mécanique secrète qui, sans qu'on s'en rende compte, semble tirer les ficelles de nos vies. Et ce concept clé, il a un nom qui claque, le désir mimétique. L'idée est aussi simple qu'elle donne le vertige. En fait, on ne désire jamais par nous-mêmes. On copie. On imite le désir des autres. C'est parce que quelqu'un d'autre désire un objet que cet objet devient, à nos yeux, désirable. Et cette autre personne, Girard l'appelle le médiateur. Donc, pour que ça marche, il faut 3 éléments. D'abord, il y a le sujet, la personne qui désire. Ensuite, bien sûr, l'objet, la chose convoitée. Mais le plus important, la vraie clé de tout le système, c'est le 3e point du triangle, le médiateur. C'est son désir à lui qui met le feu aux poudres. L'attraction n'est jamais directe, elle est toujours triangulée. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que selon la distance qui nous sépare de ce fameux médiateur, eh bien, tout change. Le désir n'a plus du tout le même visage. Premier cas, la médiation externe. Imaginez, le médiateur est une sorte de dieu, une idole, complètement hors de notre portée. Pensez à un personnage historique, un artiste de génie, quelqu'un de si loin qu'il n'y a aucune compétition possible. Dans ce cas-là, le désir qui nous inspire, c'est de l'admiration. C'est sain, c'est stimulant. On trouve un exemple parfait de ça chez Proust. Le jeune narrateur, Marcel, il ne s'intéresse pas plus que ça à l'actrice Berma, jusqu'au jour où il apprend que Bergotte, l'écrivain qu'il vénère, l'admire énormément. Et là, d'un coup, la Berma devient l'objet d'une passion dévorante. Bergotte, c'est son médiateur externe, son dieu. Son désir n'a rien de spontané, il est complètement téléguidé. Mais attention, tout change, tout bascule quand ce médiateur se rapproche, quand il entre dans notre sphère. On passe alors à la médiation interne. Le modèle, ce n'est plus une idole lointaine, mais un collègue, un voisin, un ami. La distance s'efface. Et là, le modèle se transforme en rival, en obstacle. Et l'admiration, elle, se transforme en envie, en jalousie, bref, en conflit. Stendhal, dans Le Rouge et le Noir, a peint ça de façon magistrale. Monsieur de Rênal, au fond, il se fiche un peu de Julien Sorel, jusqu'à ce qu'il ait peur que son rival, Valéno, ne le lui pique. Et là, soudainement, Sorel devient l'objet de toutes les convoitises. Pas pour ce qu'il vaut, non, mais juste parce qu'un rival pourrait l'avoir. C'est ça, la médiation interne dans toute sa splendeur. Et c'est vraiment là que la théorie de Girard devient une loupe incroyable pour regarder notre monde. Parce que pour lui, notre époque moderne, en cassant toutes les barrières, toutes les hiérarchies, a fait exploser la médiation interne. On est tous potentiellement les rivaux de tout le monde. Et cette rivalité permanente, ça crée une sorte de maladie collective. Et les symptômes de cette maladie, on les voit absolument partout. Prenez le snobisme, c'est l'art de copier les désirs d'un groupe juste pour y appartenir. Ou l'envie, ce poison qui ronge les relations de proximité. Et que dire de la polarisation politique, des camps qui s'imitent en miroir, qui se définissent uniquement par la haine de l'autre. Et puis il y a ce paradoxe, qui est fascinant. Plus on imite son rival, plus on crie haut et fort qu'on est totalement unique et différent. Cette citation de Girard, elle tape en plein dans le mille. La haine est individualiste. Dans ce monde de rivaux, la haine devient le moteur d'un individualisme acharné. On se bat pour prouver qu'on est radicalement différent de l'autre, alors qu'en réalité, on est son double, on est son reflet. C'est justement parce que plus rien ne nous sépare que le conflit devient si intense. Alors, on peut se demander,
Qui a compris ça en premier? Qui a percé ce code? Pour Girard, la réponse est évidente. Ce ne sont pas les psys, ni les sociologues, non. Ce sont les grands romanciers. Eux, ils ont été les véritables cartographes du désir humain. Quand on lit Stendhal, Proust ou Dostoïevski, on ne lit pas juste des histoires. Selon Girard, on lit de véritables traités de psychologie. Ces auteurs ont disséqué, à travers leurs personnages, cette fameuse mécanique du désir mimétique. Ils nous ont montré, noir sur blanc, que nos passions les plus intenses, nos amours, nos ambitions, leur source n'est souvent pas en nous. Elle est dans l'imitation d'un autre. Et il y a ce moment absolument poignant à la fin du Rouge et le Noir. Juste avant de mourir, Julien Sorel a cette révélation. Il lâche « que m'importent les autres, mes relations avec les autres vont être tranchées brusquement ». Il comprend que toute sa vie n'a été qu'une course folle, dictée par le regard des autres. Pour Girard, c'est un cri de libération. C'est l'instant final où le héros s'échappe, enfin, de la prison du désir mimétique. Et tout ça, au final, nous ramène à une question fondamentale. Si nos désirs sont bien le reflet du désir d'un autre, alors la vraie question à se poser n'est pas tant « qu'est-ce que je désire ?», mais plutôt « à travers qui est-ce que je désire ?» Qui sont ces médiateurs, ces modèles, ces rivaux qui façonnent nos envies, souvent à notre insu? Identifier ces figures, c'est peut-être le début d'un chemin pour comprendre qui l'on est vraiment.